Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être une fois de plus au rendez-vous d'Horizon Sport sur Equinox Télévision. Les Lions indomptables vont à l'assaut du Chili dimanche prochain lors de la première sortie dans le cadre de la Coupe des Confédérations. Le kick-off de cette 10e édition est donc donné samedi lors de la rencontre qui oppose la Russie à la Nouvelle-Zélande. Que peuvent les Lions indomptables dans leur troisième participation dans ce rendez-vous intercontinental? Les Lions indomptables ont-ils les moyens de tirer leur épingle du jeu dans un groupe assez relevé où l'on retrouve le champion en titre de la Coupe du Monde Allemagne, le double champion l'Amérique du Sud, le Chili? Voilà quelques-unes des réponses, des questions auxquelles on va essayer d'apporter des éléments de réponse dans ce programme. C'est la fin de la trêve pour ce qui est de l'Elite One, mais également l'Elite 2, mais en particulier pour ce qui est de l'Elite One, les rencontres comptant pour la 18e journée sont programmées donc dimanche prochain avec notamment plusieurs rencontres alléchantes, notamment le Canon qui est en déplacement du côté de Mbouda pour aller donc jouer contre Bamboutos, ou alors le leader Eding Delaleke qui également va tenter de rester à la tête du classement. Alors les équipes qui ont mal terminé la phase aller de ce championnat, ont-elles les moyens de pouvoir quitter la zone de relégable, ou alors ceux qui ont fini à la tête de ce classement pourront-ils poursuivre se maintenir au sommet? C'est souvent le plus difficile de rester au sommet. Voilà entre autres éléments de réponse qu'on va tenter d'apporter dans ce programme. On ne va pas seulement parler de sport, de football, parce que comme vous le savez très bien, Horizon Sport, c'est presque tous les sports. On va également donc parler de judo avec notamment la compétition qu'organise la Ligue régionale du littoral. On parle des compétitions en dames et messieurs. Voilà ainsi déroulé le menu de Horizon Sport de ce soir. Je m'en vais tout de suite vous présenter ceux-là qui vont nous accompagner pendant les 90 prochaines minutes parce qu'Horizon Sport c'est 1h30. On commence à ma droite avec notamment Maître Ernest Epangué. Vous êtes le président de la Ligue régionale de judo pour le littoral. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Pascal et bonsoir à tous les téléspectateurs. Ce soir, nous allons un peu développer le judo qui va se dérouler demain samedi. On voit que vous êtes déjà au couleur de la compétition que vous-même vous organisez. Oui, la Ligue régionale a souvent des petites gadgets pour essayer d'accompagner et agrémenter les différentes manifestations. Merci une fois de plus d'être là. On va essayer de connaître, d'en savoir davantage cette discipline qui est une discipline olympique, il faut le rappeler, le judo, tout comme le karaté le sera en 2020. À vos côtés, Clément Zeko, c'est un habitué de ce programme. Il est notre consultant permanent. Bonsoir Clément. Bonsoir Étienne Pascal, bonsoir aux copanistes, bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs, au rang duquel je mets deux personnes, le docteur Iol et le commandant Palao. Fidèle à votre coutume, merci Clément Zeko d'être là ce soir. J'apprécie votre accoutrement, notamment votre cravate. Je vous en prie. Également notre consultant permanent qui est là, comme d'habitude, Vassilis Essemé. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal Azégué, bonsoir à tous les copanistes, bonsoir aux fidèles téléspectateurs. Vous avez opté pour un look traditionnel africain, si je peux dire. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans les couleurs de sa culture. Toujours fier d'être africain. Ça vous va d'ailleurs très bien. Merci d'être là une fois de plus. À vos côtés, un acteur majeur du championnat de l'Elite One qui va donc nous dire comment va se comporter son équipe lors des prochaines journées, notamment le démarrage de la phase retour. C'est Charlemagne Bongo, l'entraîneur des As de Douala. Bonsoir. Bonsoir Étienne Pascal. Bonsoir à tous les compagnonnistes. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui, bien évidemment, tous les vendredis sont scotchés à cette émission et un petit coucou à Lorraine du côté de Yaoundé. Les Astres sont prêts pour le kick-off de la phase retour? C'est vrai que nous allons attaquer cette phase retour avec un groupe un peu amoindri pour cette première journée. Vous savez, ces jeunes ont passé près de 5 mois et demi, plongés déjà dans la préparation et dans la compétition de cette phase aller. Certains sont allés se ressourcer au niveau de leur famille. Ils ne sont pas encore de retour. Donc le groupe sera un peu amoindri. Mais comme nous comptons sur tout le monde, il y a un groupe de jeunes qui est là, que nous allons booster pour représenter les Astres valablement dimanche contre les académiciens de Bamenda. En tout cas, vous êtes avec nous tout au long de ce programme. On saura davantage pour ce qui est des Astres, ce qui s'est passé pendant la trêve et ce que les Astres ont comme ambition pour la phase retour du championnat de l'Elite One.
Ils sont également avec nous dans ce studio, mais dans les coulisses, ils sont assis côte à côte. Ce sont des ennemis intimes. Ils vont donc s'affronter dimanche prochain du côté de Mouda. C'est les supporters du canon sportif de Yaoundé et de Bamboutos Mouda. En l'occurrence, Mathias Tanguay qui nous vient du côté de Bamboutos et Jules Bertrand Ennegué. Vous allez les avoir dans ce plateau puisqu'on vous l'a promis qu'il y aura donc cet avant-match entre supporters. Bamboutos, Canon, du côté donc de Mouda, ça sera dimanche. On commence donc ce programme en parlant de judo, comme je le disais il y a quelques instants, avec cette compétition qu'organise la Ligue régionale de judo du littoral. On parle d'une compétition en junior et senior hybride de judo. Pourquoi hybride, maître Ernest Epan? C'est une formule toute particulière qui consiste à mettre en place des sélections mixtes où nous allons retrouver les dames et puis des messieurs qui vont faire une seule équipe. Ce n'est pas souvent courant. La Ligue a donc opté de faire cette formule un peu particulière pour plus amener nos jeunes filles à être beaucoup plus concurrentes et à côté de leurs confrères. Alors parlons de la compétition en elle-même. On a déjà quelques images qui illustrent donc cette discipline. Vous dites que ça sera en dames et messieurs et que ça réunit tous les athlètes de la région du littoral. Est-ce qu'à quelques heures seulement de cette compétition prévue samedi, vous pouvez nous confirmer la présence de quel est l'état au niveau de la participation? Oui, toutes les ligues départementales sont bien au courant de cette manifestation et les responsables techniques des différentes ligues départementales ont répondu positivement au message. Jusqu'à tout à l'heure encore, j'avais Mendape au téléphone, puisque son président Guetue est un peu souffrant, à qui je souhaite bonne guérison. Il sera là à Douala dès demain matin à la première heure. Le Nkam Yabassi, j'étais avec son entraîneur départemental, à l'occurrence Mendoumbé, et on venait tous de se séparer. Lui, il est déjà là dans la ville et il sait déjà que demain il va participer. Au niveau du Nkam, je veux dire de la Sanaga Maritime, il y a notre grand et célèbre Yenge qui lui très tôt le matin il va prendre la route pour arriver dans le Vouré. Ils sont déjà là avec plusieurs sélections et je crois que c'est déjà les préparatifs sont en place. Le Mungo également, c'est là. Le Mungo, c'est Ndape tout à l'heure que je disais, c'est lui, il va arriver. C'est l'un des départements. Si on se met à voir la distance, c'est pratiquement à équidistance de Yabassi, mais bien que Yabassi ait déjà pris l'avance, qu'il soit déjà là, mais Ndape m'a promis, lui, sera là très tôt le matin. Donc, voilà, donc les sélections sont connues. Ça veut dire que tous les départements que comptent les 4 que compte la région du littoral, tous ces départements seront représentés. Ces départements vont reprendre présent demain matin. Alors, avant de parler, quel est l'enjeu de cette compétition que vous organisez? Il faut garder les athlètes du littoral en jambes, surtout que le championnat national a lieu vers la fin du mois, le 27. Et je crois que les athlètes du littoral qui sont déjà à un niveau déjà assez bien relevé vont continuer à travailler pour se maintenir, voire aller plus haut sur le podium. Aller plus haut sur le podium. Alors, on a les compétitions en dames. Je souhaite qu'on se reste d'abord à cette catégorie. Combien est-ce que vous avez retenu par délégation pour ce qui est des dames? Nous avons donné la priorité à chaque département de faire autant de sélections qu'elles peuvent. Donc une sélection doit comporter 8 athlètes. 8 athlètes. Donc 4 dames et 4 messieurs. Je partis dans les catégories que moins de 52 kg, moins de 63 kg, moins de 78 kg et plus de 78 kg pour les dames. Et pour les hommes, nous avons retenu les moins de 66, moins de 81, moins de 100 kg et plus de 100 kg. Donc avec ça, on peut regrouper l'ensemble des athlètes de la région du littoral et la compétition sera suffisamment relevée. Alors Clément Zeko, vous êtes éducateur, membre de la CEP. C'est une compétition qui regroupe les dames tout comme les messieurs. On note également que cette discipline a plusieurs fois représenté le Cameroun au plus haut niveau, notamment au niveau des Jeux Olympiques. Donc ça peut également être pris au sérieux comme le sport roi au Cameroun qui est le football. Oui, le judo doit être pris très au sérieux. Très au sérieux parce que c'est une discipline qui crée de l'émulation chez les jeunes.
Je me souviens qu'au début des années 90, quand nous faisions nos classes, il y avait ce qu'on appelait le TVAO. Oui, il court toujours. Il y a une édition qui vient de se terminer. Il y avait le TVAO, tournoi international de la ville de Yaoundé, par rapport au judo, où beaucoup de pays venaient pour s'associer au Cameroun dans l'organisation. Et puis, à l'occasion, on nous sollicitait de temps en temps pour venir être dans l'encadrement parce que nous étions étudiants à cette époque-là. Donc, ça veut dire que le judo a beaucoup de qualités pour développer chez l'homme un certain nombre de choses qui peuvent permettre à l'homme d'avoir la maîtrise de soi, la maîtrise de son environnement et la maîtrise des situations. Donc, de voir que le littoral se met dans cette perspective pour pouvoir retourner l'ensemble de ces athlètes et les confronter dans une compétition qui puisse les amener à avoir et à hiérarchiser les compétiteurs, je pense que c'est quelque chose de très bien. Clément Zeko, vos explications vont peut-être en droite ligne avec cette discipline qui permet également à ce que, d'après ce que les gens disent, que c'est une discipline qui permet à ce qu'on puisse joindre en même temps le karaté et la lutte. Est-ce que c'est fou ou bien c'est une mauvaise appréciation de la pratique du judo, maître? Le judo est issu du jiu-jitsu, qui n'est pas forcément karaté. Ça fait aussi un art martial qui était beaucoup plus vaste. Alors, le fondateur Jigoro Kano a sorti certaines techniques les moins dangereuses pour les amener dans le judo, bien qu'il les ait développées et perfectionnées après. Donc le judo reste quand même l'une des disciplines sportives qui a un code moral. Et ce code moral, il est déjà enseigné dès la base à tous ceux qui viennent s'inscrire, dont nos petits-enfants qui arrivent. Le code moral, c'est un guide de la vie de tous les jours. Donc ce code permet à ce que les athlètes, les enfants ou tous ceux ou même les sympathisants qui sont dans le judo ont une certaine discipline, une certaine rigueur dans leur vie au quotidien. Et la discipline en elle-même, comment est-ce qu'elle se porte? Vous qui êtes le responsable dans la région du littoral, est-ce qu'il y a, vous pouvez nous faire une sorte de bilan peut-être depuis que vous êtes à la tête de la région, il y a eu plusieurs athlètes, des clubs qui se sont créés entre-temps, ou alors vous constatez plutôt que les jeunes s'intéressent de moins en moins? Le judo dans le littoral se porte bien. Vous savez, aucune œuvre n'est parfaite. Notre rôle principal, c'est de vulgariser le judo, de rendre rapprocher le judo auprès des personnes. Donc la vulgarisation du judo par la Ligue du littoral, après la création et la mise en place et l'installation des ligues départementales du CAM et de la Sanaga maritime, et la Ligue du Vouré que nous avons légitimée parce qu'elle fonctionnait un peu à une certaine époque à l'informel. Nous continuons cette fois-ci par la création des clubs dans les zones entre guillemets reculées, d'où le Dream Club qui aujourd'hui prend corps au niveau de la zone de Bassa à Pika 12. Il y a le projet de club au niveau de Bonaberi et puis de Bangapogo. Nous attendons finaliser quelques clauses avec les responsables des lieux pour que ces deux clubs aussi prennent corps. Donc le judo dans l'ensemble, il se porte bien. Nous avons des athlètes au niveau de l'équipe nationale, nous avons des athlètes littoraux qui ont été au championnat d'Afrique. Donc nous pouvons dire en cette année 2017 que le judo dans le littoral, je crois que accompagne forcément et bien le mouvement sportif du Cameroun pour qu'on soit mis au sommet. Donc, bienvenue pour le judo, les Jeux Olympiques et les médailles. Je vois Vassili Seseme voulait réagir par rapport à cette discipline. C'est vrai que contrairement au football où l'on peut commencer à courir après un ballon sans toutefois qu'on ait besoin d'un guide, c'est tout à fait le contraire des arts martiaux où on a à tout prix besoin d'un encadreur pour commencer. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça qui fait en sorte que les jeunes s'y intéressent pas véritablement comme ce qui est le football, Vassili Seseme? Or, généralement, les sports de combat, c'est des sports très dangereux. Donc, c'est pas comme le foot où on peut se mettre à jouer. Dans les sports de combat, surtout ceux dont on reçoit les coups, parce que la particularité du judo ici,
avec le taekwondo, le karaté et les autres, c'est qu'ici, on ne donne pas de coups. Donc, c'est un rapport de force qui demande la bonne connaissance d'abord de la technique au niveau de la pratique et puis des méthodes issues d'un bon entraînement, soit pour pouvoir renverser son vis-à-vis, soit pour pouvoir le bloquer. Donc, c'est un rapport de force. Une seule fois où vous êtes distrait, je crois que vous serez battu. Donc, il faut simplement dire que beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à cette discipline. Et parce que c'est des disciplines qui, n'est-ce pas, sur le plan de la croissance, apportent beaucoup à l'enfant et à l'adulte lui-même, comme le soulignait ici Clément Zeko. C'est des disciplines qui ont beaucoup évolué parce que, contrairement au football, où on voulait faire la comparaison, les terrains de foot, on peut jouer à tous les niveaux, terrain nu, gazonné ou du synthétique. Mais aujourd'hui, il faut apprécier à sa juste valeur l'évolution que font, n'est-ce pas, les maîtres à cette discipline-là. Parce que la plupart du temps, on se prépare comme on peut dans des gymnases, dans les espaces qu'on peut trouver. Mais le jour de combat et de vraies compétitions, on est face à des tatamis. Il y a un petit temps d'adaptation parce qu'aujourd'hui, tous les clubs n'ont pas la possibilité d'avoir les tatamis modernes. Il faut un matériel, un équipement approprié pour pouvoir pratiquer et même faire des compétitions comme ce qu'on avait en image tout à l'heure. Alors moi, je vais demander... Je voudrais intervenir. Ouais, moi, je vais intervenir parce que la maître Ernest Epanga a dit quelque chose de pertinent. Ce que je retiens du judo, c'est que c'est un sport qui prépare l'individu à une bonne assise morale. Parce que c'est un sport où on commence d'abord par enseigner des valeurs morales. Parce qu'avoir la maîtrise de soi, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc à partir du moment où le mot maîtrise de soi intervient dans un sport, c'est une expression qui englobe vraiment le côté moral et beaucoup plus psychologique. Ça fait que les enfants que moi j'ai connus, qui ont commencé le judo très tôt, même dans leur vie, ils ont une vie très disciplinée et ce côté est important pour préparer l'homme. Donc moi c'est ce que je retiens du judo. Et le fondateur du judo a bien fait d'éliminer peut-être les actes très très dangereux, ce qui amène le judoka à la base à avoir plutôt une culture morale et un respect vis-à-vis déjà de trouver ce qui est important. D'accord. C'est ce que je retiens. C'est pas comme dans les autres sports de combat, les coups de poing qui vous font gagner. Donc c'est un noble art. C'est là il n'y a pas d'échange de coups, mais plutôt une bonne connaissance de la technique. Voilà. C'est pourquoi c'est très important. Le respect du partenaire, c'est la priorité. C'est l'une des priorités. D'accord. On va donc évoluer, maître Ernest Epanga. Alors qu'est-ce qui est mis en jeu lors de cette compétition? On essaie dans la mesure du possible de motiver nos athlètes. Donc, nous avons prévu, comme très souvent, des trophées, des médailles et quelques gadgets qu'on va distribuer à nos enfants. Et puis, ils auront aussi l'occasion de découvrir aussi un de leurs nouveaux dojos qui est au niveau de PK12. Et vous savez, mettre en place un dojo, nous n'avons de soutien pratiquement de personne. Donc c'est avec nos petits moyens et tout qu'on arrive un peu à mettre en place ce genre de structure. Et je profite ici pour remercier les responsables de cet espace qui ont bien voulu nous accorder ce local, les autorités traditionnelles de la zone qui nous accompagnent vraiment. Donc vous voyez donc quand on plaide nos causes, certaines personnes, il y a certains qui nous écoutent et qui essayent de nous accompagner. Aujourd'hui, je veux aussi remercier particulièrement Equinox, parce que la communication aussi est l'un des points qui accompagne chaque discipline pour permettre et faciliter la vulgarisation. Et je crois que sans être parfait, on va approcher la perfection. Alors pour sortir, après cette compétition, qu'est-ce qui est prévu? Après cette compétition, au niveau de la Ligue régionale, nous attendons juste après le championnat national, nous avons une compétition du mini-judo qui va être organisée parce que là, l'accent est aussi mis très particulièrement sur le mini-judo et on constate de plus en plus que nous avons plus de licenciés en mini-judo que dans le judo adulte. Vous voyez donc que c'est que les gens montent au judo, ils deviennent des hommes
parce qu'ils ont maîtrisé le code moral et aujourd'hui deviennent des maîtres, des responsables. Et comme disait tantôt le collègue panéliste, c'est des gens dans la vie de tous les jours qui accompagnent les autres. Et ce sont ces athlètes ou ces judokas adultes qui aujourd'hui font venir leurs enfants beaucoup plus pour suivre leur pas. D'accord, on vous souhaite bon vent dans vos activités, notamment la compétition, que vous organisez tout en espérant vous avoir lors des prochains programmes, pourquoi pas, peut-être pour faire le point de cette compétition et plancher sur l'avenir du judo dans la région du littoral. Au nom de la Ligue régionale, je vous dis merci et nous répondrons chaque fois présents. Alors d'accord, alors ce qui nous permet à présent de parler des Lions Indomptables, les Lions Indomptables qui se trouvent en Russie depuis quelques jours. Eh bien, vous les avez donc en image et c'était la dernière séance d'entraînement de ce jour de ces Lions Indomptables au stade de Sparta où ils affrontent dimanche prochain la formation du Chili. Ça sera donc la première sortie des Lions Indomptables dans cette coupe intercontinentale qui débute samedi avec le match inaugural qui oppose la Russie, qui est le pays hôte, à la Nouvelle-Zélande. La rencontre est prévue à 19 h. Et tandis que dimanche, on aura droit à deux rencontres. La deuxième rencontre du groupe B, du groupe A, autant pour moi, la première rencontre donc de dimanche, ça sera la deuxième rencontre du groupe A avec le Portugal qui sera face au Mexique. Et le Cameroun jouera donc la deuxième rencontre de dimanche à 19 h heure du Cameroun. Le Cameroun contre le Chili. Et il faut dire que les Chiliens, c'est un adversaire assez véloce, comme on peut d'ailleurs le voir. C'est la combinaison de la fiche de l'ouverture de la 10e édition de la Coupe des Confédérations. Les Lions Indomptables qui ont eu droit à une journée assez chargée ce jour. Il y a eu entre autres une séance de promenade à Kremlin. Kremlin, c'était un lieu de tourisme dans la capitale de Moscou, la capitale russe. Et après, dans l'après-midi, il y a donc eu cette séance d'entraînement. Il faut dire que les Lions Indomptables sont 22. Vous savez la raison pour laquelle il n'y a pas le 23e jeu, c'est tout simplement Oyongo Bitolo qui a été victime d'un incident lors de la rencontre Cameroun-Maroc. Et il l'a suivi, et l'opération dont il a suivi, ça s'est très bien déroulé du côté de Barcelone. Eh bien, Oyongo Bitolo a 6 mois d'indisponibilité. Alors, Charlemagne Bongo, le Cameroun, vous avez les Lions ont joué la dernière rencontre avant cette sortie de dimanche contre la Colombie, 4-0. Une équipe quand même assez surprenante qui a été alignée par Hugo Bruce. Comment est-ce que vous comprenez cette stratégie de l'entraîneur des Lions Indomptables qui choisit d'aligner les joueurs des bancs de touche à une rencontre avant une compétition cruciale comme la Coupe des Confédérations? Moi, je vais commencer d'abord par dire ceci. Hugo Bruce est un entraîneur qui, personnellement, me surprend toujours parce que à la CAN, personne n'attendait notre équipe gagner la CAN. Mais dans ses premières déclarations, il disait que l'objectif était de se qualifier pour le deuxième tour. C'est un entraîneur surprenant. Moi, ce match contre la Colombie, déjà, il a fait tourner. Je pense que c'est quelqu'un qui cache un peu, ça veut dire que ce qu'il va présenter en compétition. C'est un peu comme ça que j'ai analysé sa façon de fonctionner parce qu'il a fait à la CAN, ça a marché. Maintenant, la Coupe des Confédérations, c'est un autre niveau. Est-ce que ça va pouvoir marcher là-bas? Maintenant, on verra bien. On verra bien quand je regarde son équipe contre la Colombie, comparée à celle qui est championne d'Afrique. Il a fait tourner avec 6 nouveaux joueurs. Donc, ça veut dire que ce match, pour lui, n'était pas important. C'était juste pour voir si, au niveau de son banc de touche, il peut avoir les hommes sur lesquels il pourra compter. Alors, Vassilius Seseme, le coach dit que c'est bon. Pour lui, le match n'était peut-être pas important pour l'entraîneur Hugo Bruce. Quand vous avez en face une équipe comme la Colombie, 5e au récent classement au FIFA, sur le plan mondial, la Colombie qui a aligné toutes ses stars lors de cette compétition et que Hugo Bruce prenne le risque. Et on a d'abord eu le risque qui a la conséquence et les 4 buts encaissés par cette équipe des Lions Indomptables. Est-ce que c'était une bonne stratégie pour vous? Est-ce que ça ne va pas jouer sur le moral des Lions Indomptables pour le kick-off de la Coupe des Confédérations dimanche, par exemple? Ben, disons que, comme le disait Charlemagne, comprendre la logique de Bruce, ça devient un peu difficile. Il est bien vrai que c'est des joueurs qui ont été retenus pour la double confrontation
La première contre le Maroc et la deuxième contre la Colombie. Maintenant, il faut reconnaître que même en donnant la chance à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer, de saisir cette occasion dans une rencontre, même si c'est une rencontre amicale, c'est une rencontre internationale de haute facture, parce que l'adversaire est mieux coté que nous, et les joueurs qui constituent également son effectif, pour la plupart, ont joué les plus grandes compétitions au niveau de leur club, notamment ceux qui sont dans le Real de Madrid, dans la Juventus, voire dans le Milan AC. Donc c'était une équipe de qualité. Donc ça a été difficile. Difficile pourquoi? Parce que depuis ma mort, il n'y a eu que 3 anciens sur les 11 qui ont commencé le match. Ça a été totalement une défense expérimentale. Donc vous avez une ligne défensive avec Teke qui jouait pour la première fois avec Onana, Gwen et Gyota, ce qui n'était pas facile, et avec Onana dans le but. Lorsqu'on sait très bien que la préparation a servi à Guinée équatoriale pour préparer et pour faire rouler l'équipe qui devait jouer contre le Maroc, on peut voir à travers le résultat que le 11 qui a été aligné, avec un seul jour d'entraînement de reconnaissance de terrain de l'autre côté, n'a pas eu le temps vraiment de très bien se mettre en place. Parce que si on regarde cette défense renouvelée à 90%, vous verrez dans le milieu du terrain que c'est de 50-50. Parce que dans le match contre le Maroc, Mandjek qui rentre remplace plutôt Zambo, alors que contre la Colombie, Mandjek est associé à Zambo. Et les deux jouent encore pour une fois, pour la première fois. Ça manque d'automatisme, ça manque de géométrie, ça manque de complémentarité, ça manque de cohésion. Et puis notre ligne d'attaque, c'est vrai. Ndip, Mukanjo, Toko, ils ont souvent joué ensemble. Il y a eu le nouveau Boumal qui est arrivé. Bon, derrière, ça fait mal parce qu'au niveau international, on a pris 4 buts. Et vraiment, ça doit faire mal de ce côté. Maintenant, l'entraîneur seul sait ce qu'il cherchait parce qu'il a la mesure de la gestion et de la maîtrise de son groupe. Il y a eu des satisfactions parce que le match amicaux sert aussi également à ça. On a vu 3 joueurs qui ont été nettement au-dessus de tous les nouveaux qui ont eu la possibilité de jouer ce match. On a eu de la satisfaction avec Ouna, avec Zambo et Boumal, dont le jeu s'apparente beaucoup plus à celui de Bassogok. Maintenant, entre ce match et le premier match de la Confédération contre le Chili, vraiment il n'y aura pas photo dans la mesure où ça ne sera pas la même équipe. Certainement, on pourra voir les titulaires de la CAN. On pourra voir une équipe très proche. C'est justement là le problème, Vassili Chessemer. On va aligner les titulaires lors du début de la Coupe des Confédérations. C'est vrai que ce sont des champions d'Afrique, Clément Zeko, mais ça sera un autre niveau, un peu un cran au-dessus que la Coupe d'Afrique des Nations. Et comment comprendre que quand on rencontre une équipe quand même qui est bien structurée, une équipe qui joue bien au ballon, une équipe qui pouvait permettre à ce qu'on jauge véritablement le niveau de ces champions d'Afrique, que tout soit mis au banc de touche pour attendre de jouer une fois seulement la Coupe des Confédérations. Est-ce qu'également pour vous, ce n'était pas un risque? Ou alors c'est juste une stratégie du Hugo Broos? Bon, moi, je vais faire une analyse à 2 temps. Le premier temps, je vais essayer de comprendre Hugo Broos pour pouvoir expliquer les choix qu'il fait. Et le deuxième temps, je vais me mettre dans la posture d'un entraîneur et pourquoi pas d'un consultant pour essayer de voir dans la critique qu'on pourra faire, qu'est-ce qu'on peut retenir qui soit capable ou bien soit même de nous amener à comprendre un certain nombre de choses. Si je me mets à comprendre Hugo Broos, pourquoi il renouvelle son groupe? Nous sommes tous d'accord que cette compétition se place à la fin d'un championnat. Et lorsqu'on considère que les joueurs ont été toute l'année sollicités pour ne pas les épuiser jusqu'au bout, il se voit obligé de faire son turnover. Parce que la Colombie qui vient contre nous, après avoir joué contre le Cameroun, n'a plus rien d'autre à faire. C'est-à-dire que la Colombie ira à la maison. Par contre, le Cameroun, lui, va continuer dans une compétition. Que vous justifiez les choix. Je dis, j'explique. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Je vous explique. Parce que j'explique. Ouais, s'il vous plaît, je dis, j'explique. Je vous ai dit que je vais faire aller en 2 temps. Je vais essayer de comprendre pourquoi il a fait comme ça. Et après, je vais dire pourquoi il ne pouvait faire autrement. Donc, c'est cette analyse-là qui, à mon sens, peut nous donner des pistes de lecture. Donc, quand je disais que quand on prend le Cameroun et la Colombie, au sortir de notre match amical, n'a rien d'autre à faire que d'aller à la maison et attendre. Par contre, le Cameroun, au sortir, va continuer dans une Coupe de Confédération. Et nous sommes tous d'accord que dans cette Coupe de Confédération, le Cameroun aura affaire aux équipes suffisamment outillées
tout le monde le sait, parce que individuellement, les joueurs ont de la qualité, collectivement, ça a montré, et ainsi de suite. Donc, pour ne pas continuer à émousser ces joueurs, il continue à chercher des éléments qui pourront lui donner la possibilité de construire un groupe capable de tenir la dragée aux différents adversaires. Ça, c'est pour expliquer pourquoi il fait son turnover. Mais maintenant, si tant est qu'il a envie, pendant sa compétition, de tenir la dragée à ses adversaires, je pense que c'est pas le turnover n'a pas tout son sens, simplement parce que il est préférable d'avoir un groupe qu'on aura rodé dans le jeu pour lui donner des automatismes afin de voir comment ça pourrait fonctionner. Nous avons vu que dans ce match, par exemple, le jeu au poste défensif était extrêmement exécrable. Et les buts que nous prenons, c'est simplement parce que dans le jeu sur les côtés, les Colombiens ont réussi à chaque fois à mettre le ballon dans le dos du latéral pour pouvoir sortir le ballon. Donc, pourquoi il ne devait pas faire cela, ce qu'il avait la possibilité de faire autrement, pour que ça ne mette pas l'oncle Manzeko, parce qu'il faut qu'on évolue. Je suis déjà pratiquement à terme de ma démonstration. Ça veut dire que c'est vous qui n'êtes pas... C'est vous qui ne me suivez pas. Non, non, je vous suis bel et bien maintenant. C'est vous qui me suivez pas. J'ai déjà fini de dire pourquoi il a fait le turnover. Maintenant, il aurait pu. C'est là ma préoccupation. C'est là ma préoccupation. Si son souci, c'est de faire une très bonne coupe de la Confédération, il doit pouvoir garder son équipe et la rôder au fil des jours. Parce que quand on voit même dans le turnover, je dis bien, le jeu au poste était exécrable. C'était vraiment du n'importe quoi, entre guillemets, parce qu'à chaque fois que le développement du jeu sur le côté a été fait par les Colombiens, on a réussi à trouver l'espace dans le dos des latéraux, et puis patatras sur les côtés, ça n'a pas pu marcher parce que le replacement, même dans l'axe, il est vrai, les deux défenseurs axiaux se sont bien battus pour sauver ce qu'ils ont pu sauver, mais les latéraux ont été exécrés. Maintenant, dans le positionnement de son bloc, dans ce match, on est suffisamment bas, mais étant suffisamment bas avec les erreurs. Nous disions ici la dernière fois que, attention, nous allons rencontrer des adversaires qui n'ont même pas besoin de notre largesse pour faire la différence, parce qu'individuellement, ils peuvent le faire. Donc, nous aurons affaire aux adversaires qui ont de la qualité. Donc, nous devons être très concentrés, très collectifs, très solidaires pour éviter d'avoir les failles. Donc, on se rend compte à la fin que, véritablement, comme Hugo Bros est à chaque fois énigmatique, il a continué à tenir ses cartes. Il y a au moins un point sur lequel je crois que nous sommes d'accord depuis vos réactions, c'est que c'était une mauvaise stratégie de choisir d'aligner les joueurs remplaçants alors que c'était une occasion de jauger véritablement le niveau de ces champions d'Afrique. Parlons à présent de l'adversaire des Lions indomptables dimanche prochain. C'est le Chili, je le disais à l'entame de mon propos. C'est le double champion de la Copa América en 2015. Et il y a de cela, et c'était face à des adversaires de haut vol tels que l'Argentine de Lionel Messi. Ça va nous permettre donc également de recevoir notre panéliste qui nous a rejoint sur ce plateau, Jules Bertrand Enneguet. Bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les coachs qui sont là. J'espère qu'on va diviser ensemble tranquillement. Voilà, les couleurs que vous abordez permettent déjà de savoir de quel bois est-ce que vous êtes. Vous êtes donc le président des supporters du Canon de Yaoundé dans le littoral et le sud-est. Alors, vous suivez également ce débat qui porte sur la Coupe des Confédérations et la participation des Lions indomptables. Comment est-ce que vous avez apprécié en tant que téléspectateur et même supporter et quelqu'un qui suit de près l'actualité sportive, cette rencontre entre le Cameroun et la Colombie, rencontre amicale? Je crois que les coachs ici présents ne me démentiraient pas. Les coachs, c'est des gens qui meurent avec leurs idées. Donc on ne va pas changer Hugo Bros. Je crois qu'il a ses idées et il va mourir avec ses idées. Je crois qu'on doit seulement faire avec. Mais sauf que je constate quand même, pour le relever, que pour ce match, moi je ne vais pas critiquer Hugo Bros parce que lui seul, on ne va beau dire tout ce qu'on va dire dans tous les plateaux de télévision, Hugo Bros est la seule personne qui sait ce qu'il lui cherchait. Qu'est-ce qu'il voulait pour ses joueurs? Quels sont les joueurs qu'il va utiliser dans l'équipe qui a joué contre la Colombie? Et il voulait les jauger par rapport à ce match-là parce qu'il sait ce qu'il attend dimanche. Donc moi je crois qu'il faudrait qu'on lui fasse confiance. C'est important. Et je peux dire ça peut-être sous le contrôle des techniciens de haut vol qui sont là.
Si on rejouait la Colombie dimanche, ça ne sera pas le même match. Exact. Avec les mêmes joueurs. Alors, moi, je retiens ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il faut faire confiance à Hugo Broos, mais Charlemagne Bongo, entraîneur de football, la confiance, on a coutume de le dire, n'exclut pas la méfiance. Quand on a quand même un adversaire de haut vol comme le Chili, avec certaines superstars telles que Arturo Vidal, Alexis Sanchez ou alors Claudio Bravo, qui est le recordman de sélection, avec 112 sélections, voilà donc la sélection du Chili, il y a quand même de quoi s'inquiéter, être inquiet et même préoccupé par rapport à la performance que pourront avoir les Lions indomptables. C'est vrai, c'est une rencontre de football. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques inquiétudes côté Lions indomptables par rapport à cette rencontre de dimanche? Étienne Pascal, lorsqu'il faut analyser l'équipe du Cameroun, il faut faire très attention. L'équipe du Cameroun est une équipe imprévisible qu'on ne peut pas analyser sur un match comme le président des supporters du Canon le disait. S'il fallait reprendre par exemple ce match Cameroun-Colombie avec les mêmes joueurs, avec un autre enjeu, ce ne serait pas la même chose. Donc faire les analyses contre le Cameroun et directement soit les enterrer très tôt, soit les encenser. Il faut souvent faire cet équilibre. Il faut souvent être prudent. Coach, permettez-moi de vous couper un instant. Est-ce que cette analyse que vous faites, est-ce que c'est peut-être pas parce que les Lions n'étaient pas attendus à la CAN au Gabon et qu'ils ont remporté la CAN qu'à chaque fois on va dire que l'équipe, le Cameroun, l'équipe c'est une équipe surprenante, alors que la réalité du terrain permet quand même à ce qu'on ait quelque chose. Je ne parle pas de surprenante. Je veux d'abord analyser en tant que patriote qui connaît comment son équipe fonctionne et quelles sont les réalités de son pays avant d'analyser comme technicien. Nous sommes tous Camerounais. Nous avons parfois ce langage d'enterrer très tôt notre équipe et après elle nous surprend. Maintenant, comme technicien, il y a des critiques que nous pouvons faire. Nous avons analysé tout à l'heure. Clément a dit, Vassilou a dit, mais nous, on s'est rejoint sur un point. C'est que Hugo Broos seul sait ce qu'il cherchait dans ce match. Et c'est quelqu'un d'imprévisible. Il a ses cartes et c'est à lui d'étaler ses cartes et de nous démontrer le contraire. Nous allons dire ce que nous allons dire, mais il est le seul qui maîtrise son groupe. Il sait ce qu'il cherchait. Peut-être il voulait, au niveau de son banc de touche, trouver des éléments qu'il va utiliser dans cette compétition, soit pour apporter de temps en temps de la fraîcheur dans son jeu, soit pour vraiment aider ce groupe à garder, ça veut dire que cette force pendant toute la compétition. Maintenant, nous allons jouer une équipe comme le Chili, qui est double champion au niveau de la Copa América. Ce match contre la Colombie, je crois que l'adversaire qui a été choisi ressemble au Chili. C'est le même style de jeu. C'est pour ça que je dis, Hugo Broos, forcément, a retenu la leçon de ce match. Il a son groupe en main, il connaît les forces de ses joueurs. Sauf que vous l'avez reconnu tout à l'heure, tout le monde l'a reconnu, que ce n'est pas l'effectif qu'on aurait souhaité pour jouer contre la Colombie, pour qu'on puisse voir si véritablement les Lions peuvent être à la hauteur. Ça c'est vrai. Maintenant, peut-être qu'il a caché ses cartes. Maintenant, comme je le dis, je suis convaincu que peut-être le Chili peut nous gagner. Ça c'est possible. Mais ce ne sera pas le même match que contre la Colombie. Clément Zeko, vous avez envie de réagir? Oui, je voudrais Étienne Pascal, dire clairement, n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles se présentent et telles que nous les voyons. Nous sommes tous Camerounais. Et malheureusement, nous savons aussi tous que l'entraînement, c'est une science. C'est une science qui s'enseigne de la même manière partout. Maintenant, chacun utilise cette science-là avec les ingrédients qui sont à sa portée pour apporter ce qu'il peut apporter. Quand on regarde Hugo Broos, c'est vrai, on ne gagne pas un tournoi au hasard. Parce que dans un tournoi, il y a plusieurs matchs. Vous pouvez gagner un match, mais vous ne pouvez pas gagner tout un tournoi au hasard. Donc, il y a toujours quelque chose en dessous. D'accord. Et fort de cela, nous disons oui, Hugo Broos à la CAN nous a apporté, nous a laissé voir que malgré le fait qu'il soit inscrit en faux par rapport à certains principes de l'entraînement et de la gestion des matchs, mais il a gagné simplement parce qu'il a une touche personnelle qui l'amène à gagner. On est d'accord. Maintenant, on va à une autre compétition, et j'ai toujours eu à le dire ici, on va à une autre compétition. S'il est capable de répéter ce qu'il a fait à la CAN et nous amener à gagner, ça devient une méthode, et il faut l'enseigner, il faut apprendre. Parce que c'est de ça
que la science prend ses sources. La méthode du Hugo Bros qui est... Oui, ça sera une méthode si ça se répète. Donc, mais maintenant, quand nous regardons l'équipe du Cameroun, dans sa préparation, n'oublions pas que le Chili que nous allons rencontrer, dans sa préparation, a rencontré le Burkina et a battu le Burkina 3-0. N'oublions pas ça. C'est-à-dire que le Chili, dans la perspective de pouvoir jouer le Cameroun, prend un adversaire africain qui a la caricature du Cameroun pour pouvoir se préparer. Ce Chili-là joue avec ses titulaires. Je ne vais pas dans ce détail. Parce que là, c'est deux entraîneurs différents. Chacun, si vous donnez à deux femmes, excusez-moi, si vous donnez à deux femmes les mêmes condiments, dans les mêmes quantités, et vous leur demandez de vous faire une sauce, les deux sauces n'auront jamais la même saveur. Quel parallèle vous Oui, simplement pour vous dire, oui. Et c'est très important. Simplement parce que pour dire quoi? Chaque entraîneur a son flair. Chaque entraîneur a sa manière de lire, son Weltanschauung, comment il voit le monde, comment il voit le foot. Et comment comment il voit, il apporte sa particularité. Alors, dire quoi? Comment Vassiliou lui voit le monde par rapport à cette actualité On va revenir. On va revenir. C'est extrêmement chiant. C'est extrêmement chiant. Il ne faut pas utiliser ce type de mots quand même. Oui. Vous êtes à la télé. En même temps, vous n'allez pas monopoliser. À part vous voulez qu'on croise les bras, on vous regarde, on vous écoute. Il faut de temps en temps vous relancer et on passe la parole à Clément Vassiliou Seseme qui souhaite également ton mot à dire. On a beaucoup de temps à passer, calmez-vous Clément Zeko. On y va doucement. Je sais que vous avez assez dessus dans les idées et vous, on va essayer d'en profiter tout au long de ce programme. Vassiliou Seseme, quelle est votre lecture de cet adversaire que les Lions rencontrent? Je rappelle que le Chili a toutes ses stars avec, dans son effectif. Ce Chili a joué des matchs amicaux avec ses joueurs titulaires et ses stars. Tel n'a pas été le cas. Est-ce qu'il n'y a pas lieu également de s'inquiéter? Est-ce que vous également vous dites toujours cet argument de prudence de la méthode Hugo Bros? Non, il y a des points d'inquiétude. Nous avons vu l'ensemble du groupe sur deux matchs. Et là, on a dû se rendre compte qu'il y a des joueurs qui sont en dessous de la moyenne, notamment les latéraux qui ont joué face à la Colombie. Vous vous rendez bien compte qu'au match que nous avons opposé contre le Maroc, lorsque Oyongo s'est fait mal, c'est un latéral droit de métier qui est passé à gauche. Et là, il faut dire que l'entraîneur n'a pas voulu prendre le risque d'aligner un joueur qui était à court d'irrégularité au niveau de la compétition avec le statut du groupe. Donc à partir de là, ça laisse croire que les idées sont assez claires, même si les joueurs comme Gouem sont des latéraux gauche de métier, ben, prendre un latéral droit au niveau national, le faire jouer à gauche, ça dit clairement qu'il y a une préférence, ou que celui qu'on amène comme second n'est pas, c'est un bouche-trou, n'a pas le potentiel qu'il faut. Et donc voilà les premières inquiétudes que nous avons sur le plan défensif, parce que dans la liste finale, Guiota, ici qui a joué à droite contre la Colombie, est dans cette liste, même s'il est polyvalent, est dans cette liste comme défenseur central. Ça, il faut le dire. Les deux latéraux qui vont faire le déplacement sur le côté droit, c'est Faye et Mabouka. Or, quand les deux jouent comme nous ont joué contre le Maroc, ça veut simplement dire qu'il y a des inquiétudes à se faire. Donc, ces joueurs-là à qui on a donné cette chance devant la Colombie, de voir s'ils ont le même niveau que les autres, parce qu'il fallait aussi le faire. Il fallait le faire. Peut-être c'est à ce moment que peut justifier le choix de Bruce avec le 4-0 qu'on prend. Malheureusement, une défense expérimentale comme celle-là, nouvelle à 90%, doit toujours exposer l'état. C'est pour ça qu'on a pris le but. Mais c'est l'État qui l'ont aidé et qui vont l'aider dans les choix à faire. Donc il ne sera pas suffi de voir que sur le but défenseur, Bruce a quand même une idée sur les 5. Comment est-ce qu'il peut les utiliser? Parce que ceux-là ont donné satisfaction. Au niveau de leur jeu, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire parce que on connaît le registre de Siani, de Djoum et de Mandjek. Zambo, qui est un nouveau retenu, a montré qu'il a du potentiel et qui peut très bien être associé à n'importe lequel des trois autres milieux récupérateurs, même s'ils sont dans le même style. Il appartient maintenant à l'entraîneur, n'est-ce pas, à travers son animation, ses principes de jeu, de mettre une organisation qui peut ressortir un tout. La qualité qu'on a remarquée dans cette équipe pendant la CAN, c'est sa solidité défensive. Donc on n'ira pas à la Confédération créer une nouvelle façon de jouer. Je pense que Hugo Bros va rester sur les valeurs qui l'ont permis de gagner la CAN, donc mettre une bonne
équipe sur le plan défensif assez solide, assez regroupée pour récupérer le ballon et une fois de plus, laisser les espoirs au niveau de la finition. Je crois que Aboubakar, sans être très intincelant contre le Maroc, une fois de plus, a fait une action d'espoir qui a permis simplement au Cameroun de gagner. Donc, chaque équipe doit jouer avec la typologie de ses joueurs, dans la typologie de son jeu. Donc, Hugo Broos est en train de mettre une typologie de jeu sur pied. Peut-être elle va fonctionner, peut-être elle ne fonctionnera pas. Tout dépend de l'état d'esprit que les joueurs auront pendant la je vais donc vous proposer ce premier reportage et on va revenir pour essayer de voir quel dosage est-ce que Hugo Broos pourrait faire avec notamment les titulaires, l'équipe qualifiée de cadre, celle qui a joué contre le Maroc et celle qui a pris 4 buts contre la Colombie pour qu'on puisse avoir une véritable sélection homogène contre le Chili. Le Cameroun, c'est sa 3e participation à la Coupe des Confédérations. Je vous propose de revenir, souvenir, lors de sa toute première participation, c'était en 2001. Eh bien, lors de cette sortie, le Cameroun avait été sorti à l'état des poules avec 2 défaites et une seule victoire, c'était face au Canada. Le Cameroun qui avait gagné le Canada 2-0 après avoir essuyé 2 défaites, 2-0 respectivement contre le Brésil et le Japon. C'est sous la manette de Jean-Paul Chouniat. Champion d'Afrique et médaillé olympique en 2000, les Lions indomptables partent à la conquête des 4 autres continents. Le ballon d'or africain Patrick Mboma et ses coéquipiers découvrent la Coupe des Confédérations sur les îles et archipels d'Asie abritant la 5e édition. Ils doivent vaincre au moins 2 adversaires pour un ticket de demi-finale. Mais à leur première sortie au Kashima Ibaraki Stadium, les Lions tombent 0 but contre 2 face à la Seleção. Revanchards pour leur inattendue et humiliante élimination un an plus tôt aux Jeux Olympiques, les Brésiliens lavent leur affront, marquant 2 buts en moins de 5 minutes dans la 2e manche. Washington Stekanera ouvre le score à la 53e minute. Menés au score, les Lions n'ont pas le temps de se remettre. Carlos Junior da Silva sale l'addition à la 57e minute. 2 jours plus tard, le Cameroun croise le Japon, un des pays co-organisateurs. Les Lions tombent une fois encore au Niigata Stadium devant 40 000 spectateurs. L'attaquant vedette Suzuki signe un doublé. Première réalisation dès la 8e minute. Ne parvenant à égaliser avant la fin de la première manche, le Cameroun concède le 2e but à la 65e minute. Éliminé du tournoi sur ces 2 défaites, les Lions sauvent l'honneur devant le Canada, remportant ainsi leur première victoire dans l'histoire de la compétition. Tenu en échec en première manche par les porte-étendards du drapeau à la feuille d'érable, Bernard Toutan ouvre le score de la reprise à la 48e minute. C'est le premier but camerounais à une Coupe des Confédérations. Et en toute fin de match, Magic Patrick Mboma sur penalty inscrit le 2e but à la 83e minute. Sur cette 3e sortie, les champions d'Afrique et champions olympiques quittent le tournoi sur un bilan de 2 défaites. Une victoire, 2 buts marqués, 4 concédés. Les rois de la forêt éliminés du tournoi. La France, championne d'Europe 2000, enlève aisément son premier trophée devant le Japon sur ce but de Patrick Vieira à la 30e minute. Le Cameroun est toutefois honoré avec 2 de ses ambassadeurs dans la sélection intercontinentale. Salomon Olembe, meilleur parmi les milieux de terrain, et le goléador Samuel Eto'o à la pointe d'attaque de l'équipe type du tournoi. Loin de tout, les Lions n'ont pas été ridicules, surtout que l'année suivante, ils remportent leur 2e titre consécutif de champion d'Afrique au Mali. Une fois encore, qualifiés pour la 6e édition de la Coupe des Confédérations en France. Voilà, merci à vous Jean-Paul Chouniat pour ce rappel historique. Il faut noter qu'au cours de ces 2 participations du Cameroun à la Coupe des Confédérations, les Camerounais ils ont marqué 5 buts, encaissé également 5 pour 4 victoires, 1 match nul et 3 défaites. Voilà donc le bilan des 2 participations du Cameroun à la Coupe des Confédérations. Alors, on revient donc sur cette probable formation des Lions indomptables qui va donc affronter le Chili dimanche prochain lors de leur première sortie. Ça sera dans le groupe B. Clément Zeko, je commence avec vous. Il y a donc eu ces 2 équipes, celle qui a joué contre le Maroc et qui a gagné 1-0 lors des éliminatoires, la première journée de la Coupe d'Afrique des Nations, et celle qui a joué le match amical contre la Colombie qui a pris 4 buts. Comment est-ce que il vous était donné de faire ce savant dosage, parce que c'est certainement l'effet recherché par Hugo Broos en faisant jouer l'équipe des remplaçants lors de la Colombie. Comment faire? Il n'y a pas de savant dosage. Il n'y a pas de savant dosage parce que
lorsqu'on regarde les deux latéraux qui ont joué lors du match de la Colombie, n'est pas de nature à donner satisfaction. Donc on doit reconduire les latéraux qui ont terminé le match après que se soit blessé, c'est-à-dire Mabouka et Faye qui doivent pouvoir continuer avec Ngande et Teke dans la défense. Donc ça va donner les 4 et puis on va reconduire. Et je pense que ce sera là, en reprenant l'équipe qui a joué contre le Maroc, je pense que, à mon sens, on pourra faire changer Boumal par Moukanjo. Donc Moukanjo commence et Boumal vient par là. Moukanjo va commencer. Donc je pense que c'est... C'est que c'est changement que tu peux... Non, quand je regarde les deux manières de jouer et la maturité dans la gestion des différentes situations, parce que c'est ça le plus important, la maturité dans la gestion des différentes situations. Et je pense que la lecture que nous faisions tout à l'heure par rapport à le jeu sur le côté qui faisait en sorte que chaque fois le ballon se trouvait dans le latéral, l'entraîneur, pour résorber à ce problème-là, va demander et développer le jeu au poste pour que, en leur positionnant peut-être médian plutôt que bas, parce que jouer bas avec des joueurs qui ont de la qualité, ça leur donne la possibilité, une fois le ballon gagné, de se remettre en bonne posture, alors que si on réussit à serrer les dents pour les maintenir médians, il y a encore un espace dans le dos dans lequel le gardien peut intervenir, ou bien dans la course, ou bien en situation de poursuite. On peut soit faire la faute, soit faire une obstruction qui puisse permettre de retarder le ballon. Donc on retient donc le 11 entrant et il n'y aura pas forcément un grand changement. Personnellement, je ne vois pas un grand changement. Chalmin Bongo, c'est la même analyse que vous faites. Les joueurs qui ont joué le match amical contre la Colombie, vous avez ces 11 entrants, vous avez les 11 habituels, qu'on l'on qualifie des joueurs cadres. Il n'y aura pas trop grand changement également? Je pense sincèrement qu'il n'y aura pas trop grand changement, mais je vais pousser mon analyse. Chaque entraîneur a ses principes de jeu. Ce n'est pas parce que on peut jouer médian qu'on va éviter que l'adversaire soit dangereux ou jouer bas. Nous avons vu, il y a des entraîneurs qui ont leurs principes et l'entraînement, ça se travaille. Si j'ai mis un principe de jeu, je l'ai travaillé, je l'ai huilé, forcément, ça va me payer. Si Hugo Bros opte pour un bloc bas, il va forcément travailler dans son bloc bas pour, bien évidemment, mettre en difficulté l'équipe du Chili. Nous savons que lorsqu'on fait un bloc bas, la vulnérabilité, c'est beaucoup plus sur les tirs de loin. Et comme Clément le disait, si au niveau du jeu au poste, les gars, ils sont bien concentrés, ils respectent bien leur zone d'activité, on peut bien évidemment mettre cette équipe du Chili en difficulté et procéder par les comptes. Par contre, je pense qu'avec les Sud-Américains qui manipulent bien le ballon, être médian libère les espaces dans le dos de notre défense qui peuvent nous mettre en difficulté. Maintenant, faisons confiance à Hugo Bros, c'est lui qui est en train de travailler avec son groupe. Il a fait un scouting sur l'équipe du Chili et il sait comment il va aborder ce match. Il sait comment il va situer son bloc. Alors, Chalmin, le jeu qu'il va utiliser. Est-ce qu'on n'a pas piégé le gardien André Onana, lui, qu'on annonçait quand même cette difficulté à Hugo Bros à ce qu'il puisse choisir son gardien titulaire, qu'on a lié Onana avec des équipes, des remplaçants pour qu'il puisse prendre 4 buts et qu'on dise qu'effectivement il mérite sa place au banc de touche. Vous ne voyez pas cela ici? Moi je pense que c'est les profanes qui analysent comme ça. Il fallait que Onana joue, c'est vrai. Il joue avec une défense qui n'est pas huilée, qui n'est pas bien rodée. Il est quand même titulaire dans une équipe qui a écrit son nom en lettres d'or dans le football européen. Et nous savons qu'être titulaire dans une équipe comme Ajax, c'est pas donné. Ça, c'est un mérite. Maintenant, n'oublions pas que nous, les Africains, nous avons nos particularités. Je me souviens, je ne me rappelle plus du nom de ce gardien dans l'équipe ghanéenne qui n'avait pas de club, mais qui était titulaire dans les buts de l'équipe du Ghana. Et à cette époque, le Ghana a fait de très bons résultats. Je ne me rappelle plus du nom, je ne sais pas si... Donc vous trouvez que ce n'était pas un match piège pour Onana? Donc ce n'était pas un match piège. Okay. Il fallait qu'Onana aussi joue.
Vassili Seseme, vous avez quand même dit tout à l'heure, quand vous parliez de cette équipe alignée contre la Colombie, qui a eu quelques satisfactions. Vous alliez également derrière cette logique qui voudrait qu'il n'y ait pas de bouleversement pour le 11 entrant, le probable 11 entrant contre le Chili, dimanche. Non, je crois que les choses se dessinent un peu d'une manière suffisamment claire. C'est-à-dire que au niveau de la charnière centrale, s'il faut faire des choix sur les 4 défenseurs centraux qu'on a, logiquement, Teke et Ngade commenceront, n'est-ce pas, dans l'axe des buts avec Ondoa dans le but. Et là, ça n'a rien à voir avec les 4 buts qu'on en a pris. Donc, sur le côté droit, on a 2 latéraux droits, Mabouka et Faye. Forcément, il faut en prendre un. L'inquiétude, une fois de plus, c'est sur le côté gauche. On a perdu le titulaire habituel. Donc, il faut faire un choix entre mettre un nouveau. Lorsqu'on voit leur match, ils n'ont pas donné satisfaction. Peut-être alors continuer avec Faye sur le côté, ce qui serait certainement le bon choix. Mais entre 2 matchs, beaucoup de choses peuvent se passer. Ce sont des supputations. Mais on est quasiment totalement sûr que Teke et Ngade seront à l'as et que entre Mabouka et Faye, l'un d'eux jouera et pourquoi pas les deux. Au niveau de l'enjeu, dans la copie du match contre le Maroc, sur les 4 milieux, on en a utilisé 3. Donc, on a la possibilité, sur les 3, d'en utiliser 2. Peut-être Siani et Ndjoum, qui ont eu l'habitude de jouer ensemble, qui ont fait un très beau match contre l'Algérie, à l'extérieur, qui sont revenus. On sait ce que Ndjoum a amené contre le Sénégal lorsqu'il a été associé à Siani. C'est des matchs références comme ça. Tout dépend, n'est-ce pas, c'est des matchs références comme ça. Tout dépend, n'est-ce pas, de l'animation avec le choix d'hommes que l'entraîneur mettra. Parce que contre le Maroc, on a vu 3 milieux jouer, notamment Siani et Zambo, commencer à la récupération. Un autre rôle, pour une première fois, avait été donné à Ndjoum, d'aller empêcher le maître à jouer de l'équipe du Maroc de pouvoir alimenter. C'était un choix et ça a été huilé, ça a fonctionné, le résultat a été au bout. Mais on dit, on a cette possibilité de jouer avec 3 milieux ou 2 milieux. Parce qu'on sait ici qu'on a un garçon comme Joa qui peut jouer sur le côté et qui peut permuter de temps en temps avec Moukandio. C'est une copie qu'on a déjà connue avec Aboubakar en pointe et Bassogo sur les côtés. Donc ce sera là un classement logique, mais une fois de plus, les choix restent, n'est-ce pas, les derniers 4 appartiennent à l'entraîneur selon l'animation qu'il voudra mettre sur pied. Surtout le plan de jeu et l'utilisation des saisons. D'accord. Jules Bertrand-Ndege voulait également dire quelque chose sur ce probable 11 entrants. On est en train de spéculer là-dessus dimanche prochain. Oui, justement, je veux revenir au niveau des gardiens de but. Je veux dire qu'au niveau des gardiens de but, je crois que Hugo Broos avait déjà tranché sur ce problème. Il l'a tranché, même si Onana allait terminer le match sans encaisser de but. Hugo Broos avait déjà tranché que son gardien numéro 1, c'est Fabrice Ondoa. Donc il faudrait que les Camerounais, qu'on sache que c'était comme ça. Mais pour la seule chose, je vais revenir un peu dessus, la seule chose que qui me tique un peu sur Hugo Broos, je ne comprends pas jusque-là, peut-être que les techniciens ici peuvent me dire quelque chose. Je ne peux pas comprendre qu'un entraîneur sorte une liste et il y a une liste d'attente. Je crois que quand il y a une liste d'attente, ça veut dire que ceux qui sont là sont prêts à pallier toute absence ou bien toute invalidité de... Effectivement, parce que là, on a encore 3 défenseurs qui sont à la liste d'attente. On a JT, on a pas que tous. Et au niveau de la liste d'attente, je suis convaincu qu'il y en a des latérales de ce côté-là. Et à ce niveau-là, vraiment, je ne comprends pas Hugo Broos. Il aurait pu rappeler ceux qui sont à la liste d'attente. Parce que même un joueur, quand il sait qu'il est à la liste d'attente, il reste en activité. Il est comme un officier de réserve. Il sait que de temps à autre, s'il y a un appel à lui, oui, on peut faire affaire à lui. Donc, le fait qu'on aille dans une compétition à 22 jours, alors qu'on aurait eu la possibilité d'être à 23, champion d'Afrique, et que maintenant on commence à voir... Parce que maintenant, je ne comprends pas, si le Cameroun est éliminé et que la défaite du Cameroun vienne du côté gauche, alors qu'on aurait pu pallier à cela
je ne vois mal pas comment on le lui pardonnerait. D'accord. Alors, pour être tout à fait complet avec cette Coupe des Confédérations, je vais également faire le palmarès. Depuis 9 éditions, parce que ça sera la 10e édition dans le Coupe qui va se jouer du côté de la Russie. Il faut dire qu'en 9 éditions, le Brésil a remporté à lui seul 4 titres respectivement. C'était en 1997, le Brésil c'est le premier trophée. Et il y a eu 3 victoires successives, notamment en 2005, 2009 et 2013. Le Brésil, après le Brésil, il y a la France qui a également remporté 2 éditions successives en 2001 et 2003. 2003, c'était face au Cameroun, on se rappelle encore. Du côté de la France, et on a 3 pays qui ont remporté une fois, le Mexique, l'Argentine et le Danemark. C'est l'Argentine qui remporte la première édition en 1992, le Danemark remporte la 2e édition en 1995 et le Mexique remporte la 4e édition en 1999. Voilà donc pour ce qu'on pouvait donc dire pour ce palmarès de la Coupe des Confédérations. On vous rappelle que le coup d'envoi de match d'ouverture est prévu samedi entre la Russie, pays hôte, et la Nouvelle-Zélande. 2 rencontres suivront dimanche. La rencontre Portugal-Mexique, elle nous intéresse certainement, mais celle qui intéresse davantage les Camerounais, c'est cette match entre les Lions indomptables du Cameroun et la formation du Chili. On passe à présent à notre championnat Elite One qui a donc reprendra des cités dimanche prochain après une trêve de 2 semaines. Je veux donc vous proposer d'ailleurs de revenir sur les combinaisons de cette 18e journée de l'Elite One tel que ça a été rendu, le programme officiel par la Ligue de football professionnel. On aura donc du côté de Mbouda, Bamboutos qui joue contre le Canon sportif de Yaoundé. Et je l'annonçais déjà qu'il y a les 2 supporters qui sont là. C'est certes, vous voyez celui du Canon, mais le supporter de Bamboutos est bel et bien présent. Dans ce studio, on a Racin qui joue contre l'actuel, qui accueille l'actuel leader, Edin Sport de la Léquier. Ensuite, on a Union qui joue contre Colombe du Dja. Feuti FC reçoit New Star de Douala. APGS d'Unfou contre UMS de Loum. Dragon de Yaoundé contre Unisport du Onkam. Stade Renard contre Coton, mais cette rencontre a été reportée. Coton Sport sera sur la scène continentale. Les Astres de Douala reçoivent Yon Sport Academy de Bamenda. Enfin, Lyon blessé sera face à l'Aigle Royal de l'Aménois. Voilà donc pour ce qui est des combinaisons de cette 18e journée. Alors, comme on a un acteur direct impliqué dans cette compétition, je m'avais donc de me tourner vers Charlemagne Bongo, l'entraîneur des Astres de Douala. On se rappelle lors de la première journée, donc de la première rencontre entre Lyon Sport Academy de Bamenda, les Astres sont allés s'imposer à domicile à Bamenda 2-0. Est-ce que pareil espoir ou alors pareille performance pourrait être réalisée dimanche lors de la rencontre au stade de la réunification? Non, Etienne Pascal, je vais corriger d'abord, c'est Aboya que Lyon Sport nous a reçu. Parce que le stade de Bamenda était suspendu, je pense, pour 3 ou 4 matchs. D'accord, la précision en valait la peine. Oui, c'est Aboya que nous avons joué. Bon, nous sommes préparés pour rééditer le même espoir. Donc aujourd'hui, il n'est plus question d'aller rencontrer un adversaire avec la peur dans le ventre. Déjà, ce championnat, il est extrêmement difficile. Nous avons vu les derniers aller gagner les premiers. Young Sport de Bamenda, je crois, était dernier. Ils sont allés battre Eding Sport, qui était premier. Nous avons vu également, je ne me rappelle plus, je crois, Young Sport, toujours également, qui a battu, je crois, une autre équipe qui était dans le haut du tableau. Donc, c'est un championnat qui est difficile. C'est quand on joue même une équipe qui est redoutable et on suppose que peut-être les Astres sont en reconstruction. Je crois que c'est les matchs comme ça qui sont souvent très difficiles. Alors, Vassilius Essémé, le leader de celui qui a s'est adjugé le titre honorifique de champion de la phase allée, se déplace du côté de Bafoussam. La particularité de cette rencontre entre Racin et Edis pour la Ligue, c'est qu'elle va se disputer au stade de Bamindi. Le stade Omnisport de Kouékon étant fermé pour réfection. Est-ce que cela ne pourrait pas également déteindre au niveau de la qualité de cette rencontre entre Racin et Edis? Oui, ben, vous savez, la qualité de la surface de jeu est très importante. Ben, nos joueurs sont déjà aussi habitués et nous savons en ce moment que les pluies aussi ont commencé. Donc, tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils fassent beau temps pour permettre aux 2 équipes de jouer et que les spectateurs
assiste à une belle rencontre avec des beaux gestes techniques. Maintenant, il est clair que s'il y a une pluie avant le match ou pendant le match, ce n'est plus la même rencontre, ce n'est plus les mêmes plans de jeu. Là, il faut s'adapter. Et c'est une variante avec laquelle il faut faire dans le championnat et c'est l'une des équations la plus difficile pour les entraîneurs. Vous savez, Etienne Pascal Azégué, les entraîneurs ici ont des sérieux problèmes. Voyez-vous, vous vous entraînez, par exemple dans la semaine, vous avez fait un jeu dans les intervalles, vous voulez jouer en attaque placée et tout. Ça s'est bien passé toute la semaine et puis le jour du match, vous tombez avec la grande pluie sur un terrain sableux ou boueux. Vous comprenez que vous vous êtes entraîné toute la semaine pour rien. Parce qu'il faut d'abord regretter même que vous avez des joueurs qui sont faits pour jouer dans ce genre de contexte que vous avez laissé. Maintenant, il faut demander aux autres de pouvoir s'adapter et tout. Et c'est des variantes qui arrivent parfois à domicile, parfois à l'extérieur à cause des mêmes intempéries. Donc moi je dis, aujourd'hui, on ne doit plus se plaindre de la qualité du terrain ou des surfaces de jeu. Déjà à l'entraînement, on a ce problème. On s'entraîne sur la terre battue, on joue sur le synthétique ou sur du gazon naturel. Ailleurs, on s'entraîne sur le synthétique ou sur le gazon naturel, on va jouer sur la terre battue. Donc moi je dis, c'est difficile et les gens continuent à penser que notre football n'évolue pas. Mais tout ça fait partie des raisons pour lesquelles nous avons des joueurs qui ont beaucoup de lacunes sur le plan technique, des raisons pour lesquelles on veut que le jeu aille vite, alors que les conditions du travail et les surfaces de jeu ne vous permettent pas effectivement de jouer comme vous vous êtes entraîné. Donc moi je dis... Alors quel peut être l'issue de cette rencontre? Racing a-t-il les moyens? Racing, qu'il faut dire que Racing est en 14e position avec 19 points, qui joue contre Edin Sport Lalé qui est le premier avec 34 points. Il faut dire que Edin a perdu une seule rencontre sur les 17 disputées, tandis que Racing est à 4 défaites. Alors, oui, il y a quelque chose qu'on attendra de ce match. Le nouveau patron du banc technique de Racing, donc on aura à cœur de découvrir avec quel élan il va aborder ce match-là à domicile. Donc c'est toujours aussi de la pression de son côté. Parce que si du côté de Dim, il y a cette stabilité, il y a cette confiance, et il y a que l'équipe viendra jouer à fond pour continuer à maintenir l'écart. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le premier objectif aujourd'hui, c'est déjà s'assurer le maintien. Et une fois qu'ils auront le quota de points d'une équipe qui se sera maintenue, ils se battront avec toutes les énergies qu'il faut pour aller chercher le titre. D'accord. Donc, Racing mal placé doit, dès le premier coup d'envoi, n'est-ce pas, de la phase de retour, être à la quête de points pour quitter la zone de relégable. Quand on regarde les résultats des 3 dernières journées de Racing, je pense que Racing a les arguments pour pouvoir mettre cette équipe d'Edin en difficulté, surtout que Racing joue à domicile et sur le terrain favori, bien évidemment. Alors, on se rappelle que lors de la rencontre alliée entre les deux équipes, c'est Edin qui avait pris le dessus 1-0. Alors, Clément Zeko, moi je souhaite qu'on reste avec les équipes mal positionnées. On voyait donc la lanterne rouge, Lyon blessé de Foutuni, Lyon blessé qui joue donc contre la formation de l'Aigle Royal la Ménois. Lyon blessé accueille Aigle Royal, Aigle 11e au classement avec 21 points, Lyon blessé 16e avec 10 points. Y a-t-il la possibilité que un miracle puisse se produire, c'est-à-dire que Lyon BC enregistre sa 2e victoire de la saison? Ce ne sera pas un miracle. Il faut enlever le mot miracle simplement parce que aujourd'hui, si Lyon BC est en queue de classement, c'est simplement que la conjoncture a milité en cela et avec un certain nombre de choses. Il est vrai qu'au match aller, elle était allée brûler la politesse à Lyon BC à domicile. Et je pense que la première des choses que Lyon BC a à cœur, c'est de pouvoir remettre la pièce de la monnaie. Maintenant, on voit que Lyon blessé, sur la fin, a quand même réussi à gagner à la 16e journée et a enchaîné avec un match nul à la dernière journée. Donc, Lyon blessé est sur pratiquement une pente ascendante, tandis qu'il est vrai, Aigle a perdu à la 16e journée pour gagner à la 17e. Donc, c'est deux équipes qui, si on fait la moyenne de leur état d'esprit, c'est deux équipes qui sont sur le même état d'esprit. Mais maintenant qu'ils vont se retrouver, n'oublions pas aussi que Lyon blessé joue sur un terrain qui est similaire à celui de l'Aigle. Donc, c'est deux équipes qui vont jouer sur les surfaces sur lesquelles elles s'entraînent. Donc, le Lyon blessé, dans ce regain d'énergie et dans l'envie de reconquérir
sa place, doit pouvoir aller brûler aussi la priorité à Aigle. Quitte à Aigle, maintenant, de pouvoir, pourquoi pas, asseoir son hégémonie. Donc ce ne serait pas un miracle. En football, on ne peut pas en parler du miracle. Parce que ce soit le dernier, que ce soit le premier, ou à l'instant où nous parlons, personne n'est encore sûr de rien. Tout est encore à refaire et à reconquérir. Donc, on reste avec les clubs mal positionnés. Avec vous, Clément Zeko. Colombe Dja en déplacement à Douala. Il joue contre l'Union de Douala à la phase. Lors de la première confrontation, c'était un score de parité de 2 buts partout. La Colombe qui a quand même connu un changement au niveau de son encadrement technique avec l'arrivée d'Olivier Nankam et de Thierry Thomas. Est-ce que cela peut également être vu comme un plus pour cette formation qui est en déplacement et qui est mal positionnée au niveau du classement? Le souhait qu'on aura, c'est que le nouvel encadrement s'adapte très vite au groupe. Simplement parce que au moment où Enonga s'en allait, il était déjà en train de reverser cette barque qui avait tangué, eu égard au fait que Fiala, qui avait commencé la saison, avait été bouté dehors pour être remplacé par un certain nombre. Donc vous voyez donc que c'est plutôt le nouvel encadrement qui doit pouvoir s'adapter au contexte de l'équipe et ensuite maintenant remettre sa marque, maintenant remettre la marque sans toutefois changer du brick au brac, parce que c'est aussi ça qui peut apporter une discontinuation dans le travail, de venir changer de fond en comble. Non, il faut d'abord s'adapter, s'appuyer sur les forces la force en présence pour pouvoir créer le nouveau électrochoc. Donc il y a cela avec Colombe. Maintenant, en regardant son adversaire en face, on va se rendre compte que l'Union de Douala, qui avait in extremis au match aller réussi à établir l'équilibre pour pouvoir revenir dans le match, doit, parce que se remettre dans la bonne direction. N'oublions pas que l'Union a fini sur 2 matchs nuls. L'Union a fini sur 2 matchs nuls après une défaite. Donc le dernier tiers du premier parcours pour l'Union n'a pas été très reluisant. Il faudra que l'Union renaisse et que l'Union rebombe le terrain pour pouvoir dicter sa loi. Donc c'est un match, à mon sens, équilibré. Et maintenant, l'équipe qui aura bien rentabilisé les 2 semaines de trêve sera celle-là qui pourra prendre. Voilà, avant de passer au match qu'on a choisi pour qu'il fasse l'objet de duels de supporters, je vais me retourner vers Charlemagne Bongo. Est-ce que pendant la trêve, qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de l'équipe des Astres Douala? Est-ce que vous avez étoffé votre équipe, ou alors ce sont les mêmes éléments que vous allez repartir pour la phase retour de Ligue 1? Non, déjà nous avons étoffé, nous avons renforcé notre milieu de terrain et nous sommes en voie de renforcer également notre axe central. Donc je pense que pendant cette phase de retour, on va retrouver notre visage des Astres. Mais seulement le match de dimanche, les Astres vont l'aborder avec un effectif un peu amoindri au niveau de notre gros potentiel. Parce que comme je l'ai dit au début de cette émission, nous avons un certain groupe de joueurs qui allaient se ressourcer auprès de leur famille. Donc ils ne sont pas encore de retour. La tâche est vraiment ardue parce que vous êtes à 13 longueurs du leader actuel Eding FC de la Ligue. C'est vrai, ça va être difficile, mais si nous revenons sur l'historique, je crois que Clément était là l'année là. Les Astres avaient 13 points devant Coton. Et à la fin, c'est Coton qui était sacré champion. Donc, c'est un championnat à 3 points, tout est encore jouable. Maintenant, ça dépend de la dynamique que chaque équipe a essayé de mettre pendant les 2 semaines de trêve pour aborder cette phase de retour avec un autre état d'esprit. D'accord, c'est tout le meilleur qu'on peut vous souhaiter sur le banc de technique des Astres Douala. Alors, venons-en à cette rencontre qui nous intéresse, particulièrement parce que le Canon en déplacement du côté de Bambuto Zombuda, un Bambuto qui sera quand même assez ragaillardi avec un nouvel entraîneur et non des moindres, Jules Nyonga, entraîneur de Bambuto Zombuda et Canon de Yaoundé. Alors je vais vous rafraîchir la mémoire en revenant sur cette première confrontation. C'était le match d'ouverture de la saison au stade Amadou Ahidjo entre Canon et Bambuto Zombuda. 1-0, but de Canon de Yaoundé, c'est avec Yannick Bazoua. C'est sur une note de satisfaction que s'est terminé ce premier match du championnat Ligue 1 pour le Canon de Yaoundé. Les Mokormongonda enregistrent ainsi leurs premiers 3 points après leur victoire 1-0 contre Bambuto Zombuda.
grâce à Dieu, on a pu le gagner 1-0, malgré l'adversaire Bamboutos qui était très difficile à manœuvrer. Déjà, c'est bien de commencer par une victoire. Ça nous donne la confiance pour la suite du championnat. On espère faire mieux que les années précédentes. Ça nous galvanise pour la suite de la compétition. On va continuer avec le même mental. Il était important pour nous de gagner ce soir pour qu'on ait ce mental justement pour continuer la compétition. Elle sera longue. Il y aura des moments difficiles, mais aujourd'hui, il fallait prendre les 3 points d'abord. Et pourtant, le début de la rencontre n'a pas été rose pour le club le plus titré du Cameroun. Bamboutos de Mbouda, finaliste malheureux de la dernière Coupe du Cameroun, a multiplié des attaques, dominé le canon, mais n'est pas arrivé à ouvrir le score. Pour le coach, c'est le manque de maturité de son groupe. Le Bamboutos avait libéré pratiquement tous les joueurs l'année dernière. Il n'en reste que 4 et qui se battent pour le moment pour retrouver leur véritable niveau. Donc c'est une équipe en construction dont nous avons la charge. Et vous savez, dans ces conditions, ce n'est pas toujours aisé en début d'avoir une cohésion. Donc il va falloir beaucoup travailler. Ginola, il a fait son match, il a fait un match plein. L'avant-centre sur en 35 minutes, il a eu 9 ballons à l'adversaire, aucune passe. À la fin de la première mi-temps, les deux équipes se séparent sur un score de parité, 0 but partout. À la deuxième mi-temps, c'est un autre canon de Yaoundé qui se déploie sur la pelouse de Fandena. Et quelques minutes plus tard, Toko, fraîchement entré à la deuxième mi-temps, ouvre le score. Le canon de Yaoundé peut enfin oublier les problèmes dans lesquels il est plongé. Bamboutos de Mbouda, quant à lui, rate ainsi l'occasion de débuter le championnat avec assurance et oublier le vieux souvenir de la finale perdue l'année dernière. Avant de revenir sur le plateau, je vous propose à présent de faire le bilan de Bamboutos de Mbouda de la phase allée de ce championnat après 17 journées. On note que Bamboutos occupe la 9e position avec 22 points. On retrouve Jean-Paul Chuniat qui dresse le bilan de Bamboutos de Mbouda. Secoué par des batailles de leadership et une instabilité chronique de son banc de touche, Bamboutos de Mbouda s'est contenté de son cantonnement dans le ventre mou du classement au terme de la phase allée, 9e à 22 points, un léger mieux que son rang de 13e à 21 points la saison écoulée. Ses performances à domicile comme à l'extérieur n'ont pas été les plus fameuses. En 8 sorties à l'Arena Stadium de Mbouda, les Mangwa Boys ont glané 3 victoires, concédé 4 nuls, 1 défaite. C'est la 5e attaque de Ligue 1 à la maison avec 8 buts encaissés au même titre que Aigle Royal de la Ménois. Hors de sa base de Mbouda, Bamboutos a perdu plus de matchs qu'il n'en a gagné. 4 défaites contre 2 victoires et 3 nuls. À l'extérieur, c'est la 3e attaque la plus faible de Ligue 1 avec 4 buts marqués que Colombe du Sud et Lyon blessé de Futuni. Bamboutos est aussi la 2e meilleure défense à l'extérieur que le Racing, 6 buts derrière Edinsport, 3. Au bout de la phase allée, Bamboutos marque 5 victoires, 5 défaites, 11e attaque à 12 buts et 5e défense de Ligue 1. Le club au milliard de supporters a inscrit autant de buts qu'il en a encaissé. 9e à 22 points, Bamboutos est la 2e équipe de l'Ouest au tableau de la Ligue 1 et 5e au classement régional à 5 points glanés dans les derbys de l'Ouest. Contraint au partage de points par Feuthieu, Aigle et la Lanterne Rouge Lion blessés, les Mangwa Boys ont cependant dicté leur loi à Unisport du Honkam avant de perdre la phase 0 but contre 1 devant le Racing Club de Bafoussam. Les secousses de la phase allée sont passées. Bamboutos de Mbouda pourra-t-il faire mieux à la phase retour? Là est toute la question. Alors moi je vais reformuler la question de la chute de ce papier de Jean-Paul Chuniat à l'endroit de celui qui nous a rejoint sur ce plateau. Mathias Tanguay, bonsoir. Bonsoir Étienne, bonsoir à mon ami personnel, bonsoir Annelise, alors, bonsoir à tous les Mangwa Boys de la planète Terre, bonsoir surtout à Boris Fonga. Bamboutos a-t-il les moyens de vaincre le canon de Yaoundé dimanche, étant donné que vous avez perdu à Yaoundé lors de la première confrontation? Bamboutos ne perd pas devant le canon à Bouddha. Bamboutos a toujours tapé le canon à Bouddha. Vous avez vu à la phase allée, nous avons malmené le canon pendant 90 minutes. Mais je crois que c'était l'erreur de la défense qui a permis au canon de nous marquer un but qui nous a fait perdre les 3 points de la première journée.
Mais sinon, avec l'arrivée du coach Jules Nyonga et le renfort que nous avons opéré au sein de l'équipe, je crois que ce sera difficile pour toutes les équipes de nous manœuvrer comme à la phase aller. Voilà qui est dit côté Bamboutos. Alors Jules Bertrand Négué, on note quand même que le Canon c'est la plus mauvaise défense de la Ligue 1 avec moins 17 pour 4 victoires quand même. Ce Canon qui va jouer contre Bamboutos ce dimanche, Bamboutos, on aura droit à quel type de Canon de Yaoundé dimanche? On va, pardon, excusez, on aura droit à un Canon qui sait qu'à la phase de retour, 3 points deviennent 6. Ça veut dire que la phase de retour, quand vous avez gagné un match, c'est 6 points. C'est ce Canon-là. Donc maintenant, si vous perdez un match, parce que ça veut dire tout simplement que les points au niveau de la phase de retour vont être durs à obtenir. Mais je suis content que mon ami tienne toujours le même langage. Et c'est toujours sur ce même plateau et toujours à côté. Je m'assois toujours à côté de Clément. Et quand il le dit toujours avec emphase. Mais à la fin, heureusement qu'il est toujours sportif. Mais sauf que Bamboutos est un nouvel entraîneur et c'est Jules Nyonga, l'entraîneur des moindres quand même. Sans rien enlever à l'expérience et au background de cet entraîneur, mais je crois quand même que en 2017, j'aurais pu entendre notre nom. Ça aurait pu encore me faire jaser. J'espère qu'on se comprend. Je crois qu'il aurait été un directeur technique que j'aurais compris. Mais entraîneur de Bamboutos, je crois qu'il perd un peu l'honneur. Bon, quand j'ai dit ça, je veux juste dire à mon ami, il a dit, il est libre de réagir. Il a dit un mot tout à l'heure et je voudrais le recadrer de sitôt. Bamboutos, depuis 3 saisons, n'a jamais gagné le Canon en Bouddha. Je le mets au défi de me dire quelle journée. Il ne peut pas le dire. Parce qu'il aime toujours dire des choses. Tu te rappelles, mon frère, je ne veux pas me rappeler. Lorsque le Canon arrive à Bouddha. En quelle année, en quelle saison? L'année dernière. Quelle année dernière? L'année dernière. L'année dernière. Lorsque le Canon arrive à Bouddha. L'année dernière. En oubliant les chaussettes à Yaoundé. Vous oubliez quand les pas l'année dernière. J'ai comme l'impression que. Oui, non, c'est juste. Ah, voilà. Bon, tu oublies qu'on les avait battus. Quelle année? Non, il faut d'abord le reconnaître. Non, moi je t'ai parlé de les 3 dernières saisons. Canon vous gagne en Bouddha. Et je vous dis, je prends encore tout le monde à témoin. Pour le moment, au cours de ce championnat, je crois que ma première épouse, c'est Bamboutos. Oui, ça c'est connu de tous. Tu sais que toi, c'est moi, non? Quand je parle, tu te tais, non? Est-ce que c'est comment? Alors, le rêve est permis. Mais nous sommes en 2017. Mais je souhaiterais que... Nous sommes en 2017, il faut savoir... Ah, justement, c'est en 2017 que j'étais gagné aussi. Oui, bon, c'est vrai que mes gars... Alors, pour citer un peu la pause de ce duel, je vais vous proposer ces images du syndicat national des footballeurs du Cameroun, le SINAFOC, qui a poursuivi sa campagne de distribution des Godas. Cette fois, c'était dans la région de l'Ouest, pour être plus précis, à Unisport. Unisport de Bafang et Lyon Blessé de Foutouni qui ont donc bénéficié de cette dotation du syndicat national des footballeurs du Cameroun. Le SINAFOC avait à sa tête son président. Vous reconnaissez dans ses anciennes gloires. On a la Beb Solo, on a le président Jérémy Solène Ditab, j'ai reconnu Ongandi, Lucien Motoma, Benjamin Massing, qui ont donc remis ce matériel de travail assez important pour ces footballeurs qui vont donc aborder la phase retour de l'Elite One avec beaucoup plus de motivation suite à cette dotation donc du SINAFOC. Eh bien, on va rester toujours dans la région de l'Ouest avant de retrouver nos panélistes. On parle à présent toujours de cette dotation. Cette fois, c'était à l'endroit de Feuillet FC et de Rassin de Bafoussam. Mais avant cette dotation, notre reporter Jean-Paul Chouinard s'est intéressé à la séance d'entraînement de Feuillet FC en attendant bien évidemment qu'il joue contre New Star. Eh bien, on indique que cet élément n'est certainement pas bon. Donc, on note quand même que le SINAFOC était également du côté de Feuillet FC et Rassin de Bafoussam. Ils ont procédé également à la remise de ce matériel de travail assez déterminant pour les footballeurs. Est-ce qu'on pourrait tout au moins savoir l'extrait
voilà donc ces images dans la remise de... Non, ça c'est une autre image qui n'a rien à voir avec le don effectué par le SINAFOC. Est-ce qu'on pourrait au moins savoir l'extrait de Jérémy Solen-Ditap au terme de la remise de ce matériel du côté de Feuille Racine? On dit non du côté de la régie. On revient donc ici sur le plateau pour avant ce dernier tour de table. Je propose ce don. Cette fois, ça concerne une équipe de la ville de Douala, Léopard de Dedo, qui effectue un parcours sans faute depuis le début du championnat dans la D2 régionale. Il y a donc eu cette dotation d'un fils, on va dire un fils du village, Dedo, qui a donc décidé de voler au secours de cette équipe qui se porte plutôt bien avec cette dotation en équipement sportif. Il s'agit de Henri Bédimo, l'international camerounais, sociétaire de l'Olympique de Marseille, qui est donc allé les mains chargées à l'endroit de la formation de Léopard de Douala, Léopard de Dedo, qui, comme je le disais, maintient son invincibilité après 6 journées disputées dans le championnat de D2 régional dans le littoral. Merci à la réalisation pour ces images. On va donc faire le dernier tour de table. Je commence tout d'abord par nos consultants, Clément Zeko. Le dernier tour de table concernant donc cette phase retour du championnat. Je posais déjà une question. Avez-vous l'impression que les équipes qui sont en tête peuvent maintenir le cap jusqu'à la fin de la saison? Oui, disons que quand on voit comment ces équipes-là ont terminé en dehors de UMS qui a fini avec une défaite à la dernière journée, les 5 premières équipes, en dehors aussi de Stade Rennais qui a fait un match à la dernière journée, les équipes qui sont en tête ont fini avec des victoires. Et maintenant, nous savons tous que rien n'est encore perdu, rien n'est encore joué. La meilleure manière de se maintenir, c'est de chasser le titre. Au cas où vous perdez le titre, vous restez quand même dans en championnat. D'accord. Edim donne le bon ton. Nous osons croire que la dynamique va être conservée, mais simplement, comme le disait le président du Canon ici, à cette phase, tous les matchs prennent 6 points. D'accord. On nous fait déjà des grands signes du côté de la régie. Clément Zeko va citer en quelques secondes. Colombe, Moussard, Lyon blessé, ont-ils les moyens de sortir de la zone de réglation? Effectivement, je pense que ces équipes ont les moyens. C'est une phase retour qui reprend. Il y a beaucoup de matchs à jouer. C'est à chacun de mieux se préparer pour et de se donner les moyens. Donc, si après 3 journées de la phase retour, on est resté dans les turpitudes, après il sera très difficile de pouvoir remonter le temps. D'accord, merci. Un dernier mot, Mathias Tanguay. Je sais que les joueurs de Bamboutos me regardent. Écoutez les gars, vous êtes les meilleurs. Et ce qui est sûr, vous allez battre le Canon de Yaoundé. N'ayez pas peur, parce que vous êtes les meilleurs, quel que soit l'adversaire qui se présente. Pas de course, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Vous savez que le Canon, l'entraîneur du Canon vient d'être promu entraîneur adjoint des U20. Et cela augure des lendemains meilleurs pour cette équipe. J'ai pu vous dire que le Canon a une très bonne équipe. Il y a eu des renforts qui sont arrivés. Il y a des joueurs qui sont en voie d'être professionnels à l'extérieur. Pour vous dire la qualité des joueurs que le Canon a. Pour dimanche, je crois que nous comptons déjà, nous allons dépasser l'étape de 20 points. C'est important pour nous au retour. Merci à vous, chers panélistes. Merci également à vous qui nous avez accompagnés pendant les 90 minutes de ce programme. Merci à toute l'équipe technique, la grosse équipe qui travaille pour que ce que vous voyez, s'il soit possible. Merci également à toutes les responsables de la hiérarchie d'Equinox Télévision, tout en espérant que vous serez davantage nombreux. Et on souhaite bonne chance aux Lions Indomptables qui jouent dimanche contre le Chili. Bonsoir.